Allez, il a l'air de vous regarder, le monsieur. Il a une moustache. Quand un moustachu vous regarde comme ça, il faut soit faire demi-tour, soit l'épouser immédiatement. Aujourd'hui, donc, dans cette série en 40 minutes sur qu'est-ce que c'est que la modernité, nous allons parler de cinéma et nous allons parler de… tout le monde sait ce qu'est le cinéma, enfin tout le monde a une idée de ce que serait le cinéma. Et donc, revenir au début du cinéma, c'est une façon de questionner plein de choses, mais on va en garder quatre. Cette idée de qu'est-ce qui serait spécifique au cinéma, c'est-à-dire l'idée de projeter des images dans une pièce noire où tout le monde regarderait, penser à la télévision qui n'est pas cela, penser à même aux écrans devant lesquels nous sommes maintenant. C'est pas regarder tous ensemble une lumière qui projette. Une autre idée qui est tout à fait fausse et qu'on trouve exactement dans des petits documentaires, c'est le moment de dire du mal, ressources des écoles. Des ouvriers sortant de leur usine. La scène se passe à Lyon en mars 1895. Ça n'a l'air de rien, mais ces images sont historiques. C'est le tout premier film de l'histoire du cinéma, le premier film que le monde va découvrir. À Paris, le 28 décembre de la même année, en fin d'après-midi, 33 personnes achètent un ticket pour une toute petite somme. Elles s'installent dans une salle de café et découvrent un spectacle incroyable. Des images animées, 10 petits films, des gags ou des scènes de la vie quotidienne. Sans le savoir, ces spectateurs assistent à la première séance de cinéma payante grâce à cette drôle de machine. On plaçait la pellicule en haut du bâti, comme on le voit ici, et on tournait la manivelle à la main pour projeter le film. On se fredonnait une chanson pour tourner à la bonne cadence, pour que le film ait un rythme régulier, et le film donc se débitait dans la boîte qui se trouve en dessous, et derrière il y avait donc tout simplement une lampe à arc qui envoyait la lumière et qui projetait le film sur l'écran. Cette merveille, on la doit à deux frères, Auguste et Louis Lumière. Les inventions, c'est leur truc. On va voir que c'est pas tout à fait la question qui se pose. Cette idée d'image projetée et de lanterne, première chose à laquelle on va tordre le cou. Cette idée d'image projetée et de lumière qui passerait au travers d'une image et qui donnerait une image géante existe depuis bien 3 siècles. On en trouve un passage, je vais l'évoquer avec une vidéo de François Bon sur Marcel Proust, cette idée de fascination devant la lanterne, 3 siècles. Donc l'idée d'associer le cinéma à la projection est tout à fait juste et en même temps, il y a une histoire en dessous qui est bien plus ancienne. Deuxième idée fausse qu'on va retrouver, il s'agit d'une invention technique et quelque chose à voir avec la photographie, même si là, nous serons en 1895 avec cette invention du cinéma, alors que la photo, on l'a vu 1826, 1830, donc un grand décalage de l'un à l'autre. Et dans cette recherche sur qu'est-ce que ce serait que le moderne, cette fantasme pour le mouvement, on va voir que le cinéma apporte non pas une reconstitution du mouvement, il y a de ça, même si on pouvait, avec des éléments techniques scientifiques, décomposer le mouvement, mais décomposer le mouvement, ce n'est pas le restituer. Et on va voir qu'il y a une sorte de décalage qui va se créer entre les deux. Finalement, quand je perçois, et c'est un tout petit passage de Deleuze qui va m'aider à vous le faire comprendre, quand je perçois un cheval qui court, et quand, deuxième situation, je perçois un film d'un cheval qui court, les mécanismes de perception ne sont pas du tout les mêmes. Alors que la légende fait que, et c'est dans le petit film que je viens d'interrompre, que ça se dit, les gens auraient eu peur du film qui passait devant eux. Il s'agit de voir que dans cette image projetée et dans la décomposition du mouvement, quelque chose se joue d'un changement de conception du monde et d'un changement de conception de l'art. Voilà, ces petites lanternes qui fascinent, elles sont à la fois les ancêtres du cinéma, puisqu'on oublie que le cinéma est une façon de capter le mouvement, mais aussi une façon de le reprojeter, ce que vient de montrer le petit. Aucune justification. Il y a la lanterne magique et son rôle si particulier. Alors c'est de ça dont je voudrais m'occuper aujourd'hui, avant peut-être une série sur les sources. Qu'est-ce qui a fait qu'à 37 ans, Marcel Proust bascule dans l'écriture de la recherche qui va le mener ensuite jusqu'à ses 51 ans. À Combray, tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester, s'endormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. On avait bien inventé,
pour me distraire les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux, de me donner une lanterne magique, dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe. Et à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores, où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Alors, voilà, le vitrail, plutôt comme repère que celui de l'histoire du cinéma. On voit bien que chez Proust, qui va peu regarder le cinéma, c'est plutôt des années après, Sandrars, Kafka, qui vont faire des premières annotations sur le cinéma. Cette idée d'image projetée, cette fascination d'être dans une salle noire avec tout le monde, c'est un des premiers enjeux du cinéma qui est spécifique au cinéma, mais dont vous voyez que l'ancêtre est bien plus ancien. Donc il s'agit d'être dans une situation où la découverte de cette lanterne et de cette image, j'insiste parce que finalement l'image peut ne pas bouger, quelqu'un peut compter, de la musique peut apparaître, on peut déplacer un tout petit peu, il y a déjà cette fascination. Et donc ce qu'on va chercher à regarder dans cette création aujourd'hui de ce que serait un langage cinématographique, c'est que par rapport à une image fixe, après tout ici j'ai une image fixe, il y a déjà quelque chose de la fascination quand on est dans la projection. Là, on a dans les musées, celui-ci à Turin, beaucoup de constructions qui se retrouvent sur ça. Mais c'est pas ça qui va faire la particularité du cinéma, pas seulement. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Ducos de Huron qui a créé la photo couleur. On a un calotype de Talbot qui était un des premiers photographes avec Daguerre. Et puis, on a Muybridge, celui qui s'intéresse en 73 au procédé qui décompose le mouvement. Et puis, on a Émile Reynaud qui est aussi avec son praxinoscope, une sorte de jouet qui permet, en faisant tourner, vous avez dû faire ça avec des petits disques ou avec des petites successions d'images, par la persistance rétinienne, c'est-à-dire que le fait que l'œil ne voit pas tout à fait la totalité, le temps que 12 images par seconde au début, c'est pour ça que vous avez une impression de gens qui trottinent à toute vitesse, même Charlie Chaplin, parce que l'image va plus vite que 24 images par seconde aujourd'hui. On a cette succession qui fait que le temps que l'œil voit la suivante, il n'a pas perçu. Et donc, l'air de rien, et ce n'est pas une petite chose, quand on projette, on oublie que ces images sont des images fixes. Voilà, un enjeu qui va beaucoup passionner Deleuze quand il lit Bergson. C'est-à-dire, je vais donner l'idée du mouvement en projetant. Vous avez compris que la partie projection fait partie de la fascination, mais ne se résume pas qu'à ça. Et on aurait tendance à penser, c'est pour ça que je voulais commencer par ça, que le cinéma est d'abord la restitution du mouvement, du son, mais non, en fait, c'est d'abord la fascination dans une caverne de voir une image projetée, mais ensuite, un enjeu très fascinant que la recherche du mouvement, que les artistes qu'on a vus avant, les futuristes italiens, les futuristes russes, on va dire dans les années 20, Rodchenko, Marinetti avant, cherchaient à rendre ce mouvement. Ce mouvement ici va être rendu par des images fixes. Voilà, et les recherches de Muybridge sur la locomotion animale, les recherches encore Muybridge sur les figures et la façon de se bouger. Quand on voit quelquefois sur Internet des petits gifs animés où on reprend toutes ces images les unes à côté des autres pour en faire un petit film, ce qui est très drôle parce que c'est finalement l'effet inverse de ce qu'on cherche à faire. Vous avez la preuve que si vous laissez tomber, vous le savez peut-être depuis la loi de Murphy, mais si une tartine de pain doit tomber, elle tombe nécessairement du côté de la confiture, et si un chat doit tomber, il tombe nécessairement sur ses pattes. Donc, si vous voulez éviter d'avoir ces soucis-là, il suffit d'accrocher la tartine de pain sur le dos du chat et vous aurez toujours des bonnes surprises. On a chez Marais, chez Muybridge, un regard scientifique photographique avec cette invention assez incroyable de plaques de verre qui vont être insolées autour d'un ressort qui fait que chaque fois que on appuie sur la gâchette, la petite photo avance et qu'on va avoir cette restitution morceau par morceau avec des repères de fond réguliers et simples qu'on a retrouvés dans les débuts de la peinture abstraite. On voit aussi que sur cette image, il y a un neurologue à côté qui vient regarder comment travaille Marais parce que la photographie va être aussi un appui pour la décomposition des mouvements de l'hystérie, c'est-à-dire que des mouvements de maladie pourraient être saisis par station, par grands points fixes
Et pensez à cet enjeu intellectuel qui a l'air tout simple, mais comment le mouvement peut être attrapé par une seule image? Et si j'ai 4-5 images ou 4-5 cases comme dans une bande dessinée, où est le mouvement? Il n'est dans aucun de ces éléments. Ces recherches sur le mouvement vont se retrouver avant les Frères Lumière. Encore une petite blessure dans l'orgueil national. On a un kinétoscope par Edison qui avait cherché beaucoup de choses sur la reproduction du son. Et on le sait peu, mais ce pourquoi on n'attribue pas tout à fait. Alors, il y a beaucoup de débats dans lesquels je ne serai pas assez spécialiste, mais on n'attribue pas l'invention du cinéma à Edison, c'est qu'il a plutôt un appareil qu'on regarde de cette façon-là, sur une petite cabine individuelle qui va permettre de regarder le film se déroulant. Voilà, les opérateurs à San Francisco, on est en 1892, la date officielle de naissance du cinéma était en 1895, avec cette projection des Frères Lumière. Par contre, ce que Edison apporte et qui est très nouveau, c'est que c'est un studio tout noir dans lequel on va avoir des gens qui vont être filmés et puis avec une restitution du son qui est tout autour. Mais ce qui nous pose question, et qui est un des enjeux des débuts du cinéma, c'est que finalement, filmer brutalement ce qui est devant nous, c'est peut-être une façon de déjà mettre en scène la réalité. Voilà une des premières scènes de William Kennedy, Laurie Dixon. C'était un film expérimental avec du son, donc le film est projeté avec du son. Les premiers courts-métrages sont assez fascinants, d'autant quand on a deux messieurs qui dansent ensemble, c'est tout à fait sensuel et c'est pas l'effet voulu. Qu'est-ce qui se passe qui est très particulier à cette invention du cinéma, et c'est là où Bergson va intervenir, c'est cette idée que les images se succèdent, mais qu'elles vont par un petit système de perforation, voilà le système de perforation ronde des Frères Lumière, voilà le système des perforations de Edison, de petits trous réguliers, et c'est ce que va vous expliquer tout de suite dans un extrait, parce que Deleuze a fait des tas de leçons très passionnantes sur le sujet, avec un son qui n'est pas terrible. Ce que je voudrais faire cette année, pour que vous compreniez et surtout que vous sachiez, tout le monde sait qu'un des points techniquement fondamentaux dans l'invention du cinéma, de la machine cinéma, ça a été assurer l'équidistance des images. Grâce à quoi? Grâce à la perforation de la bande film. Si vous n'avez pas l'équidistance, vous n'aurez pas de cinéma. On verra pourquoi. Je laisse cette question à qui t'a essayé de le montrer tout à l'heure. Or, Bergson est très au courant de ça, et de l'appareil des Frères Lumière. Et déjà, assurer l'équidistance des images par la perforation de la bande, c'est la découverte de qui? C'est la découverte juste avant Lumière, c'est la découverte de Edison. Qui fait que Edison a eu tant de prétentions justifiées sur l'invention même du cinéma. Donc ça a été un acte technique, même si on peut le considérer à d'autres égards comme secondaire. Cette équidistance des images instantanées, ça a été un acte technique qui conditionne le cinéma. Or, ça semble complètement donner raison à Bergson. Quelle est la formule du cinéma en 1907? Succession d'instantanés. La succession étant assurée par la forme d'un temps uniforme, deux images étant équidistantes. Ce qu'il est en train de dire, qui peut vous paraître un peu loin du sujet, c'est parce que ce sont des photos, entre guillemets, identiques de format, à même distance les unes des autres, que l'effet d'entraînement technique va se faire, mais que l'image du mouvement va se créer dans notre cerveau. Et ça a une signification que voici. Les images étant équidistantes. L'équidistance des images garantit l'uniformité du temps. L'équidistance des images garantit l'uniformité du temps, c'est-à-dire que nous allons avoir un sentiment ou une perception du temps parce que ce sont des images identiques, les unes à côté des autres, séparées les unes des autres par la même distance. Et ces petits changements-là, il vient de cette technique-là, il vient de ce système d'entraînement-là, c'est-à-dire quelque chose qui va amener les images les unes par rapport aux autres. Ça a l'air tout bête, ce système d'entraînement, mais il est ce qui va donner la compréhension du mouvement et du temps mélangé. Voilà pourquoi, dans notre sujet de la modernité, cette modernité, c'est l'accélération du temps et la restitution du temps, et de tous ces mouvements d'électricité,
cette société industrielle qui s'est développée et qui s'est accélérée. Ça m'a servi de fil rouge jusque-là. Nous sommes au 35e épisode. Il s'agit de voir que dans cette restitution du temps des Frères Lumière, finalement, ce qui se joue, c'est comment ce temps va me donner l'impression d'un mouvement. Premier film des Frères Lumière, impression d'un mouvement, c'est-à-dire, on l'avait vu chez Bergson, il y a le temps objectif, la séparation des morceaux, ce qu'on voit là, des petits morceaux réguliers, tac, 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 tac. Pour que ça donne du mouvement dans mon esprit, il faut que j'ai un sentiment de la durée, c'est-à-dire de quelque chose qui s'assemble et dans lequel mon cerveau n'arrive plus à faire le tac, 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 tac de découpe. Voilà, toutes les choses s'assemblent les unes aux autres, alors que ce sont des photos fixes. Ça paraît très curieux, mais intellectuellement, même si vous pensez que je suis déjà parti très loin, le fait que des images fixes suggèrent un mouvement, c'était pas gagné. C'était pas gagné du tout, du tout. Et voilà ce que veut dire Deleuze. Ce que je voudrais faire cette année, le fait de la perception cinématographique, c'est quoi? C'est que le mouvement ne s'ajoute pas à l'image. Le mouvement ne s'ajoute pas à l'image. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? À la fois, c'est un homme d'une grande sagesse et en même temps peut-être très incompréhensible. Le mouvement, c'est vous qui l'avez en vous. Il n'est pas dans l'image. Le mouvement ne s'additionne pas à l'image. Il n'y a pas l'image et puis le mouvement. Dans les conditions artificielles que Bergson a bien déterminées, ce qui est présenté par le cinéma, ce n'est pas une image à laquelle du mouvement s'ajouterait. C'est une image mouvement, avec un petit trait. Avec un petit tiret. Deleuze est le premier, on est dans les années 70, qui va théoriser le cinéma et ce qu'il est en train de créer de particulier, ça a l'air tout bête, mais il invente ce terme de image-mouvement. Image-mouvement, c'est que, et la formule est assez percutante, voilà, il n'y a pas du mouvement dans les images, il n'y a pas du mouvement à côté des images, c'est le fait que ces images persistent qui fait qu'elles vont créer. Elles ne bougent pas, elles, en un sens, elles se succèdent. Il faut un humain pour que ça se mette en mouvement. Un petit tiret. C'est une image mouvement. Bien sûr, c'est du mouvement reproduit, c'est-à-dire, mouvement reproduit, j'ai essayé de dire ce que ça voulait dire, ça veut dire perception de mouvement, ou synthèse de mouvement. C'est une synthèse de mouvement. Seulement voilà, quand je dis le mouvement ne s'ajoute pas à l'image, je veux dire la synthèse n'est pas une synthèse intellectuelle, c'est une synthèse perceptive immédiate, qui saisit l'image comme un mouvement, qui saisit en un l'image et le mouvement, c'est-à-dire je perçois une image mouvement. Avoir inventé l'image mouvement, c'est ça, l'acte de création du cinéma. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, parce que c'est un pédagogue redoutable alors qu'il dit des choses très complexes, retrouver les cours de Deleuze sur le cinéma en ligne. Voilà, ce qui se joue devant nous, c'est qu'il n'y a plus de séparation de l'un et de l'autre. Ce qui est propre au cinéma, c'est mouvements et images qu'on ne peut plus séparer. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'un documentaire incroyable que vous pouvez retrouver aussi, d'Éric Rohmer, on a des génies, hein, interviewant d'abord Jean Renoir, mais juste ici Henri Langlois, pour la télé française en documentaire. Je vois Henri Langlois qui a bondi de ce que je faisais à Jean Renoir, à ce que j'ai affirmé devant Jean Renoir, qu'il n'y avait pas de mise en scène chez Lumière. Je pense que c'est simplement une illusion. Une illusion qui vient du fait que vous
le film actuellement à 1500 mètres, 300 mètres, 250 mètres, donc on colle bout à bout des morceaux. Le problème, à la découverte du cinéma, on avait X mètres, pas plus. Il fallait donc, en X mètres, composer quelque chose. Quand on regarde très attentivement les flux lumière, ça a l'air très spontané, on a posé la caméra dans la rue, c'est la rue qui passe, et si c'est très savant, si ça bouleverse, on se dit c'est le hasard. Or, ce n'est pas le hasard, parce que vous avez par exemple les prises de lumière qui sont évidentes. Par exemple, quand vous voyez par exemple dans un film de Louis Lumière, comme par hasard, il y a une question de chronomètre. Vous avez un film, il dure tant, puisque le plan dure tant. Bon, comme par hasard, ça commence avec un tramway qui entre dans l'image, à droite, puis il y a tout un mouvement, puis ça s'achève par un tramway qui entre dans l'image à gauche. Vous croyez que c'est un hasard? Pas du tout un hasard. Ils ont repéré, ils ont vu pendant un certain temps comment ça se passait, ils ont choisi le meilleur angle de prise de vue, et ils ont réussi la chose la plus extraordinaire, la chose qu'on a oubliée, c'est que dans ces quelques secondes, ils ont réussi à mettre dans une image, sans changer la place de la caméra, le maximum de plans. Vous avez des gros plans, vous avez des plans rapprochés, vous avez des plans américains, vous avez des plans d'ensemble, et vous avez un mouvement qui unit tout ça. Et ce n'est pas le hasard, c'est la science. Démonstration. Ce qui se joue ici, c'est que le mouvement que l'on reconstitue, on aurait l'impression que sur les vues lumière, le tout début du cinéma, pas de mouvement de caméra, pas de gros plans, pas de choses comme ça. Mais si, c'est la réalité qui, entrant dans le champ, sortant dans le champ, fabrique des plans, c'est-à-dire des différences de grosseur sur certains éléments et sur d'autres. Et simultanément joue avec le temps, avec ce qui est en train de se passer devant nous. Là, on a quelque chose qui devient bouleversant, c'est que les débuts du cinéma nous semblent souvent des débuts uniquement documentaires, c'est-à-dire on sait capter la réalité extérieure. Et en fait, de Deleuze qui montre que dans cette reconstitution de mouvement, il y a quelque chose qui est plus compliqué que juste un enregistrement. Et dans ce que vient de dire Henri Langlois, que le cadrage lui-même et que la gestion du temps apporte, il y a quelque chose qui est propre au langage cinématographique. Alors l'enjeu dans les questions en dessous, c'est que est-ce que le cinéma n'est qu'une documentation du réel? Est-ce qu'il n'est qu'un enregistrement du réel? On voit que dès le début, alors que ce n'est pas très apparent s'il y a des gens savants qui ne le disent pas, on voit que dès le début, il y a quelque chose de plus que cette captation du réel. Ici, Actualité Pâté, vous voyez le Pâté Journal, le journal vivant universel. Donc l'idée, c'est que les caméramans aillent dans le monde entier filmer avec encore un petit clin d'œil classique, hein, les petites ailes du messager, le vélo, la voiture. Voilà. Cette fascination pour le mouvement et pour la modernité qu'on a trouvée dans toute notre histoire depuis 35 épisodes, que ce soit chez Douanier Rousseau, fasciné par les avions, ou que ce soit Duchamp et Picabia, fascinés et amusés par les machines. Il ne s'agit pas seulement pour le cinéma de coller à l'actualité en étant un virtuose comme Tintin le sera 20 ans après, en étant partout, à tous les endroits pour reconstituer l'ensemble. Il ne s'agit pas que de ça, voilà, battre le record de l'information. Il y a dans la façon d'organiser le monde visible un vocabulaire spécifique qui va nous faire regarder le monde d'une certaine façon. On le retrouvera avec ce premier documentaire de l'histoire du cinéma, parce que, après tout, voilà, captation d'inondation de Paris en 1910, et puis 1922, Nanook l'Esquimau, le premier dit documentaire. Mais dans ce documentaire même, un chef-d'œuvre de Flaherty, on a la question sous-jacente de mais quand je filme un petit Esquimau qui fait telle et telle action, est-ce que le caméraman lui a dit « Vas-y, tu peux partir, vas-y, tu peux t'arrêter, ah non, je recommence ». Bien sûr qu'il a dit ça. Et donc, il a déjà commencé une mise en scène de la réalité, même quand elle semble nous apparaître comme un documentaire. Voilà les enjeux qui sont les tout premiers. Le second, c'est celui que très tôt, c'est l'autre pendant, on pourrait dire, de l'invention du cinéma. Voilà, Alice Guy, dont on a oublié qu'elle est le premier réalisateur de l'histoire du cinéma, plus de 1000 films.
elle est assistante chez Pathé et il lui dit bah, si le courrier est envoyé à l'heure, vous pouvez faire des films, c'est possible. Alice Guy va faire La Fée aux choux où on découvre il y a des bébés dans les choux, c'est l'occasion de le découvrir. Attendez, il y en a un qui arrive là. Une merveille d'amusement. Dès le début des films Lumière, on a cette sortie des usines et puis parallèlement cette idée très tôt de faire une sorte de théâtre filmé qu'on va retrouver chez Méliès. Voilà le deuxième angle sous lequel on peut regarder le cinéma. Et dans cette partie de carte, on retrouve visuellement des choses qui font penser au cadre de Cézanne et à sa partie de carte également. Dans cet arroseur arrosé dont nous avons deux versions, vous pouvez les connaître, puisqu'on a même des doutes que le sapeur camembert dessiné par Christophe ne soit pas également le même scénario. Là aussi, un plan fixe, rien d'autre que ça. Et la surprise du rebondissement. Deux versions, celle-là est moins connue. Vous voyez, hop, il est rentré dans le champ, hop, il s'est caché. Et bien évidemment, ça a l'air très théâtral et simple. Hop, il est sur la droite, hop, il regarde vers la gauche. Théâtral parce qu'un peu lent, mais tout à fait géré dans le temps. Donc, il réapparaît pour qu'il l'attrape et qu'il lui colle une fessée. Je ne peux pas voir ça. Voilà, ce qui se passe et qui est passionnant dans cette naissance du cinéma, c'est que très tôt, on l'associe à une espèce de théâtre filmé qu'on va retrouver dans le monde forain, parce que c'est là qu'il est montré. Il est projeté dans cette première projection dans un bistrot parisien en 1895, mais très tôt, il devient le lieu forain où on peut assister à toutes ces projections. Donc, une attraction. Donc, on a un enjeu qu'on va retrouver dans toute l'histoire du cinéma jusqu'à aujourd'hui, d'être la captation de la réalité la plus neutre, et on vient de voir que ce n'est pas le cas, qu'il y a déjà quelque chose de la mise en scène dedans, et de l'autre, Méliès, ce génie de la mise en scène qui comprend, il est magicien, qu'on peut piquer comme idée, perdre la tête et hop, la retrouver. On peut, avec des trucages simples, attention, faire rouler sa tête. Merveille d'amusement. Pas de mouvement de caméra ici, pas de mouvement finalement très élaboré, mais un imaginaire qui vient à la fois du théâtre, hein, on est sur un plan fixe, Méliès va créer des premiers décors énormes à Montreuil, qu'il va fabriquer, sur lequel il va régulièrement jouer, puisque finalement on est dans du théâtre filmé, rien de plus, en fait rien de moins, et c'est cette limite qui va développer le cinéma américain, on va le comprendre juste après. Vous connaissez le merveilleux, parce que la création d'imaginaire du cinéma, elle vient de ce théâtre filmé. Voilà à quoi ressemblent des savants. Est-ce qu'il faut faire porter des masques à des gens ? Non, non, non. Et voilà comment, avec ces décors peints, on peut suggérer un univers qui est autre, avec des monstres sur la Lune. Je ne sais pas si vous voyez souvent des monstres sur la Lune, mais quand on les tape, ils s'évanouissent. Voilà. Le cinéma devient, voilà le studio de Méliès à Montreuil, une énorme construction possible d'univers de rêve, qui est vraiment un autre genre que celle du cinéma qu'on appellerait captation du réel. Et moi, je préfère à Méliès son concurrent en direct, c'est Gundo de Chaumont, qui est engagé par le producteur concurrent, parce que ces acrobates japonais, je vous avoue, il y a un trucage. C'est tellement bête et mignon que c'est une merveille. Mais faites ça chez vous, vous verrez. C'est facile. Et voilà. Rigolez. Le cinéma est aussi un spectacle.
il est dans le monde forain, une attraction, une façon de faire connaître des petites scénettes, une adaptation du théâtre aussi, et une façon, revoilà Alice Guy, qui non seulement, je vous l'ai dit, est une merveilleuse cinéaste, mais une des premières à faire ce qu'on appellerait un making-of, c'est-à-dire des images de son équipe en train de tourner elle-même. Et donc j'en viens une fois que j'ai mis ces deux enjeux-là, celui de capter bêtement le réel, c'est faux, et celui de créer un univers imaginaire qui va marquer durablement les arts plastiques, la bande dessinée, la littérature, à un point qui fait changer le logiciel, on pourrait dire, de ce qu'est l'art. Ce que le cinéma apporte, c'est plus seulement comme la photographie, une autre façon de regarder le monde, mais une autre façon dont l'imaginaire va structurer le monde. Je voudrais vous montrer quelques inventions simples qui montrent que lui aussi, le cinéma a sa propre grammaire. On a le premier baiser qui va faire scandale, voilà, filmer des gens en train de s'embrasser. On ne devait pas voir ça. Qu'est-ce qui peut être montré, qu'est-ce qui ne l'est pas, redoutable. On va montrer l'affaire Dreyfus, donc très tôt, on va prendre en charge des tas de choses pour en faire une fiction. On a, avec Ferdinand Zecca, on est en 1901, vous voyez, ça fera beaucoup rêver, c'est le cas de le dire, les surréalistes, le gardien s'endort et on voit son rêve incrusté dans l'image. Une image dans l'image, quelque chose de bien plus spectaculaire. Et dans le Edwin Porter, dans le moustachu de tout à l'heure, dans la vie d'un pompier américain, on a pour la première fois, voilà, ce sont les bandes fixes, ici, une révolution, un gros plan. Un gros plan, ça n'existe pas en peinture, ça existe peut-être en photo, si vous voulez. Par contre, du point de vue narratif, si on a une image avec l'appel au feu et puis les pompiers qui arrivent, on a dans le gros plan une signification qui est très forte, qui va intercaler du sens. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces images fixes régulières, si on coupe et qu'on monte un élément supplémentaire, les deux images fixes commencent à créer un sens différent. Vous vous souvenez qu'on l'avait vu chez Monet, en fait, quand il fait des séries de peupliers, ou quand Mondrian travaille à simplifier des arbres, il travaille déjà sur le mouvement perceptif du spectateur. Là, le mouvement va beaucoup plus loin, c'est que l'image numéro 2, ici, change le sens de l'image numéro 1, le temps que je m'en souvienne, j'en suis à l'image numéro 3. Voilà, cette idée d'image-mouvement, elle est à l'intérieur d'elle-même, capable d'insérer beaucoup de significations et de différences. Encore une nouveauté que le cinéma crée, dans ce Edwin Porter, Le vol du rapide, où tous ces films sont libres de droit, vous pouvez les regarder, c'est la première fois que Bronco Billy regarde. Alors il y a un plan moyen, c'est-à-dire il est coupé à la poitrine, et il regarde et tire sur les spectateurs. C'est quand même tout à fait invraisemblable comment, entre guillemets, on va appeler ça le quatrième mur. Vous savez, normalement, entre le théâtre et les spectateurs, il n'y a pas de rapport qui se crée et l'acteur ne doit pas nous parler. Et on a vu que cette façon de faire entrer la réalité dans le théâtre et le théâtre dans la réalité était un des enjeux de cette époque, de la fin de cette modernité, si je peux dire ça comme ça, en 1900. Alors, c'est pas mal, c'est qu'on a, dès le début, en France, on est en 1904, des tas de films, mais on le sait peu, en Inde, Essoufali, qui s'intéresse, qui est entrepreneur de spectacle, qui construit des salles. Au Japon, on envoie des caméramans pour étudier, pour filmer la guerre. On a Le vol de la Grande Banque de Porter. Porter est vraiment un des premiers metteurs en scène. Et un jugement appelé à faire jurisprudence en 1905, un plaignant qui dit qu'il a été filmé par un forain. Et on suppose qu'être filmé n'est pas un préjudice. Voilà une question qui est tout à fait brûlante. Encore un vocabulaire propre au cinéma, la grammaire du cinéma, le langage du cinéma est en train de s'inventer petit bout par petit bout, mais assez vite. Voilà, le chien qui court vers nous va faire un plan raccord dans l'axe, c'est-à-dire si si un personnage passe quelque chose et son bras sort par la droite et que l'image suivante, un autre personnage attrape par la gauche la salière, on suppose qu'il y a un raccord qui se fait. Donc, vous voyez, un gros plan peut amener un sens différent. Un raccord, c'est un passage d'une image à un autre, d'un plan coupé à un autre plan. Mais en faire un raccord dans l'axe, c'est-à-dire qu'ils viennent vers nous, ça s'était jamais fait. Encore une invention de Ferdinand Zecca avec un fond noir, la capacité de truquer et de jouer avec l'histoire de la peinture. Et je vous ai dit que le système d'artification, c'est-à-dire comment un art devient un art, c'est Nathalie Heinisch qui s'est intéressée à ça.
la photographie, le cinéma empruntent au code de la peinture pour se faire accepter doucement. Et puis, la chose qui commence à ressembler à notre époque, c'est que le cinéma devient un divertissement de grand public. Et donc, on a Max Linder, qui est quand même là un génie authentiquement français, bien avant Charlie Chaplin, qui va développer énormément son personnage de Max, hein, une sorte de l'ambiguïté est assez passionnante. Hein. Charlie Chaplin, c'est un pauvre garçon un peu malin, mais qui est toujours un peu malheureux. Max Linder, c'est un beau gosse qui ça marche pas exactement comme il veut, mais il y a quelque chose du French lover qui continue. Des séries de films, Boireau en mission scientifique, le célèbre Zigomar d'après Léon Zazik, dont on va retrouver des épisodes. Alors ça, on l'a un peu perdu, cette idée que des personnages, voilà Max Linder qui pour apprendre à nager commence à improviser une mise à l'eau. Alors je vous signale que ça ressemblera, rigoler en 1913, ça ressemble à vos vacances d'été sans doute. Et puis voilà, le grand personnage de ce début du cinéma, on est en 1913, un personnage récurrent, on avait perdu ces derniers temps cette habitude au cinéma, elle est revenue avec Marvel, avec des façons de faire revenir des personnages. Et même Bruno Dumont, c'est d'une autre façon de prendre des personnages, de les accompagner. Fantomas, une sorte de légende qui va accompagner l'imaginaire de cette époque. Calino, qui est Cochet. On a Zigoto, qui est à droite, hein, que vous reconnaissez évidemment. Nous avons la série des Cretinetti qui est en Italie, donc c'est Gribouille. Et puis une merveille également de cette période-là qui change le vocabulaire. Un Lyonnais encore, Émile Cole, dont on peut voir le tout premier film d'animation fait à la craie. Fantasmagorique est une petite merveille. Voilà, le cinéma commence à créer un vocabulaire à lui, un univers qui ne dépend plus du réel et qui, dans le cadre, dans l'enchaînement des plans, dans la succession d'un élément qui va sur un autre et qui succède à un autre, voilà, il y a toujours quelqu'un devant vous, et le cinéma qui montre le cinéma. Donc la dame a un trop grand chapeau, il suffit de la plumer, ça permet de s'en sortir. C'est l'occasion, puisqu'on parlait d'italien, de regarder la Linéa. Là aussi, le petit personnage dessiné, hop, l'image a disparu sur autre chose. Et on en vient à ce qui ressemble à une conclusion et à l'enjeu de la troisième chose que Malraux dira, et par ailleurs, le cinéma est une industrie. Un premier long métrage par Capellani, adaptation de l'Assommoir de Zola. Méliès commence à faire des films qui dépassent la longueur d'une bobine, à 250 mètres, le Oliver Cromwell de Camille de Morlon. Le Congrès de Paris commence à réunir Pathé, Gaumont, Méliès et Clair. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, petit à petit, il n'y a plus. Et les films doivent être loués. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein, ce qui va empêcher l'exploitation foraine, c'est l'arrêt définitif de l'exploitation foraine. On allait, les fêtes foraines étaient l'occasion d'aller voir des films et de s'amuser. C'était plutôt ce qui allait dans le sens d'un film fantasmagorique, on pourrait dire. Je vous rappelle que cette histoire s'est retrouvée avec le jeu vidéo. Le jeu vidéo commence dans les lieux forains aussi. Voilà. L'arrêt définitif de l'exploitation foraine, c'est-à-dire qu'en décidant d'avoir des grands producteurs plutôt que des auteurs, il faudra les années 60 pour qu'on parle d'auteurs avec les cahiers du cinéma, mais on est plutôt sur des producteurs. Et aux États-Unis, on est encore dans cette logique-là. Le Gaumont Palace qui ouvre avec 4800 places, donc les producteurs vont fabriquer des lieux de cinéma de plus en plus impressionnants. Les premières notes de Kafka qui, dans son journal, parle des films. Même chose avec Sandrars quand il va à Hollywood, des choses qui commencent à intéresser les intellectuels, qui font qu'on ne voit plus le cinéma que comme un divertissement amusant. Voilà, les Far West qui commencent à arriver. Max Sennett fonde la Keystone. Et donc, on a la possibilité, la progression du long métrage se confirme. Après tout, c'était pas obligé. On a une histoire qui s'est fabriquée, mais elle pouvait être tout autre. Et voilà une contrepartie que je vous montre un instant. Courteline fait un procès en droit d'auteur parce qu'on lui a piqué les idées. On a de plus en plus la chute de Troie par Pastrone. On a les premiers grands films à grands effets spéciaux. Ils sont faits par Segundo de Chaumont, justement. Un Quo Vadis, qui fait qu'on va sortir du théâtre pour avoir des effets de plus en plus importants. On a le cinéma danois qui est très important dans ces années 10, il est très beau.
Et puis, la consécration, voilà, le président de la République française Poincaré qui honore de sa présence un gala au Gaumont Palace. La consécration, on commence à voir ça autrement que comme un petit truc forain rigolo. Et puis, une chose qui est importante, c'est que l'entrée en guerre de la France stoppe l'activité économique. Et donc, c'est aux États-Unis en 17 que Charlot, Fatih, on se retrouvait. Voilà, Max Sennett à droite, vous reconnaissez Fatih sur la droite aussi. Des artistes qui ont un sens du timing lié au cinéma. C'est là où Méliès est finalement un peu mobile. Le cinéma est un lieu de mobilité. On peut jouer avec ces successions de plans, avec cette image-mouvement. Voilà des gens qui se retrouvent dans la colline sacrée Hollywood et qui vont en faire un petit quelque chose. Les feuilletons de feuillade sont à suivre pour fidéliser, mais le cinéma est en train de basculer vers les États-Unis et vers le grand public, même si des résistances se font. Je voudrais juste montrer que le cinéma est aussi un des enjeux de l'art de l'époque. Chez les expressionnistes allemands, un film de Fernand Léger de 1919 avec la belle Kiki de Montparnasse qui est dessus, et un clin d'œil à Charlie Chaplin qui fascine beaucoup ces artistes. Et puis des enjeux que les cinéastes, les artistes contemporains comprennent. Dans la Russie de Vertov, l'effet Kouletchov, que je vous résume en un plan, voilà, un visage de Ivan Mozoukine fixe. Quand ce visage est associé à une femme allongée, on pense qu'il pense à elle. Et quand ce visage le même est associé à une assiette de soupe, on pense qu'il a faim. L'effet Kouletchov, c'est comprendre la grammaire à l'intérieur des plans et de la succession des plans qui font que quelque chose de plus compliqué se passe que la simple captation ou que le simple spectacle. Là, chez Hans Richter, la possibilité d'un cinéma qui ne serait que visuel, qui serait géométrique, qui serait sans scénario. Et oui, on n'a pas pensé à ça et on l'a oublié. Et si le cinéma était un divertissement visuel, une recherche visuelle, les cinéastes ont pensé à ça et les cinéastes, encore aujourd'hui, à bien des points, ont continué à chercher sur ce terrain-là. Voilà, le cinéma comme un motif abstrait qu'on retrouverait à la fin d'Entracte de Picabia et René Clair, chez Dziga Vertov et dans le montage, et puis cet imaginaire dans la façon de truquer avec Godzilla, avec Nosferatu, qui fait que, avec Jean Marais, avec Frankenstein, mais la possibilité de travailler chez Stan Brakhage, chez Robert Draw, le documentaire Vérité, et allons-y fort pour conclure, le chef-d'œuvre du XXe siècle, Chris Marker l'a jeté, comment le cinéma peut apporter quelque chose de plus compliqué, comment les artistes peuvent réfléchir aux enjeux de cette projection. Andy Warhol filme l'Empire State Building et la diffusion du film dure 8 heures. Voilà comment les artistes contemporains continueront à se saisir de ces questions, de la projection, de la restitution de la réalité pour questionner qu'est-ce que c'est que le cinéma. Voilà, on le retrouvera, regardez-en des extraits, chez Godard, un film, c'est une gonzesse avec un gun et ça suffit. Et Godard, en regardant les histoires du cinéma, questionne ça. Le cinéma, dernière chose, cette histoire que j'essaye d'esquisser là, on la connaît mal. Elle est encore très peu présente en histoire de l'art. Le rapport de Picasso, de Fernand Léger à Charlie Chaplin, le rapport de Sandra Ars à l'histoire du cinéma. On bafouille, c'est le cas de l'illustrer. On ne sait pas trop et petit à petit, très doucement, commence à se créer une recherche sur la façon dont c'est montré, la façon dont le son est montré, dont la musique intervient dans le cinéma et donc tout ça peut influencer en aller-retour l'histoire du clip, de la vidéo et du cinéma. On continuera cette histoire demain, mais d'ici là, bonne projection.